Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute, allons-y. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode, ce premier podcast sur la préparation mentale. Je m'appelle Thibaut, je suis préparateur et coach mental depuis 5 ans maintenant. Et le but de ce podcast, c'est tout simplement de vous partager, vous expliquer mon métier, ou le métier de la préparation et du coaching mental, vous donner, vous savez, surtout très personnel, et vous donner, mon point de vue, mon expérience, ça peut être aussi des outils, des techniques, peut-être créer des débats, qu'importe. L'idée, c'est de partager avec vous ce métier que j'exerce depuis 2018, donc ça va faire 5 ans maintenant. Mais avant ça, je n'étais pas du tout dans la préparation mentale. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu qui je suis, d'où je viens et comment je suis arrivé à la préparation mentale. Pourquoi est-ce que je fais de la préparation mentale ? Parce que pour moi, tout ça a une importance pour que vous puissiez comprendre qui je suis. Donc tout a commencé, si on doit retourner dans l'histoire, en Irlande de 94 à 98 quand j'avais de 9 à 13 ans. Donc pour la petite anecdote, j'ai déménagé là-bas avec mes parents, enfin c'est mes parents qui ont déménagé avec les 3 enfants, moi étant l'aîné, j'ai 2 plus petits frères. Et j'ai découvert le rugby. J'ai découvert le rugby vers 10 ans, si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi le rugby ? Parce qu'en fait, il y avait un sport là-bas qui s'appelle le football gaélique, qui se joue avec comme un ballon de foot, mais sur un terrain de rugby. Mais c'est un sport uniquement en celte, donc à l'époque, on ne trouvait que en Irlande. Et moi, je voulais en faire. Mes parents m'ont dit, écoute, tu sais que c'est une très bonne idée, pas de souci. Mais le problème, c'est que quand on va rentrer en France, tu ne pourras plus le faire, donc ça va te manquer. Donc, on a essayé de trouver un sport où je pouvais jouer avec les mains et les pieds. Et le rugby est apparu. Donc j'ai fait ça pendant quelques années jusqu'à qu'on retourne en France en 98 quand j'avais 13 ans. J'ai joué dans le 78 à Chevreuse, pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave du tout, c'est un petit club de province. Donc au total, j'en ai fait à peu près 15 ans de rugby. Et puis, bien entendu, comme tout ado, je rêvais d'être professionnel, de porter le maillot du 15 de France, de chanter l'hymne national, de marquer l'essai dans tous mes plus grands rêves. C'était marquer l'essai à la toute dernière seconde de la finale de la Coupe du Monde pour qu'on gagne la Coupe du Monde. Voilà, mais tout ça ne s'est pas réalisé. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'avais pas confiance en moi. J'avais des entraîneurs, des arbitres ou des entraîneurs d'autres équipes qui venaient me voir à la fin de match en disant « Tiens Thibaut, ça serait bien que tu tentes des journées de détection », chose que je n'ai jamais faite en fait, parce que j'avais pas confiance en moi. J'étais bien dans ma zone de confort, dans mon club de province régional, départemental, je dirais même, où ça se passait bien, où j'étais très très bon en club, mais dès qu'il s'agissait de performer en match, c'était un peu plus compliqué. Et surtout, de se mesurer à d'autres, alors là, c'était impossible. Donc, j'ai mis ce rêve de côté quelque part et j'ai repris des études. Enfin, j'ai pris des études, plutôt pas repris. J'ai fait une école de commerce, et puis j'ai fini commercial grand compte international au groupe Le Bon Coin pendant 8 ans. Et voilà, et puis il y a eu cette Coupe du Monde en 2015 en Angleterre, et quand je voyais, pour moi, la meilleure équipe au monde, je suis désolé, je suis français, mais je suis désolé, c'est les All Blacks, pour tout ce qu'ils font à travers leur jeu, mais pas que, je vais vous expliquer justement. C'est que donc cette Coupe du Monde 2015 m'a un peu réveillé ce rêve inachevé de haut niveau. Donc je me suis dit il fallait que j'y retourne. J'avais besoin de découvrir le haut niveau de l'intérieur. Donc 2015, j'ai un peu plus de 30 ans.
un peu plus de 30 ans. Le problème, c'est qu'en tant que joueur de rugby, c'est plus possible. En tant qu'entraîneur, ça m'intéressait pas parce que j'ai pas trop cette fibre-là. Être médecin, kiné, prépa physique, il faut reprendre toutes ces études. Et puis j'ai découvert un grand monsieur, à mon sens, c'est Gilbert Enoka, qui était le préparateur mental des All Blacks. Et c'est là où je me dis, tiens, c'est canon, je veux faire la même chose. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé cette aventure, pas en 2000, à peu près, ouais, 2015, 2016, où je me dis, tiens, je vais me former. Donc en fait, je me suis pas formé à un diplôme de préparation mentale, loin de là. Je me suis formé à des outils. Comme on a cette chance que ça soit pas un métier qui soit entre guillemets très très reconnu, il y a beaucoup de diplômes et par contre c'est pas très, alors c'est reconnu pardon, mais c'est pas très réglementé, voire quasi pas. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en préparation mentale. Donc je me suis fait un peu mon métier avec différents outils, donc la sophrologie, on va en reparler un peu plus en détail, la sophrologie, le coaching aussi, et d'autres outils comme la cohérence cardiaque et d'autres. Et en fait tout ça fait que j'ai une boîte à outils qui me permet aujourd'hui d'être préparateur mental. Ça m'a permis de travailler dans un club de rugby qui est le club de Massy, avec le centre de formation, le pré-centre, quelques pros. Je travaille essentiellement en cabinet, soit en physique, soit en visio, avec tout type de sportif, tout âge, tout niveau, tout sport, parce que tout me passionne énormément. Et quelque part, les problématiques des athlètes de haut niveau sont quelque part un peu les mêmes au niveau amateur. C'est pas la même dimension, mais les problématiques se ressemblent énormément. Donc ça m'a énormément plu. Et en plus de ça, à travers ce métier-là, ça m'a permis d'être formateur, enseignant, donc formateur à l'école de sophrologie où j'ai fait mes études à Paris, mais également formateur enseignant à la fac, à l'université de Paris-Saclay en L2, L3 et M1 sur de la préparation mentale, mais aussi en anglais. Donc en fait, ce qui est cool dans ce métier-là, et donc je suis indépendant, je travaille à mon compte de chez moi, c'est que je fais un peu tout ce que je veux, ce dont j'avais énormément besoin pour mon bien-être personnel. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de vous partager un peu tout cela. Comment j'en suis arrivé, vous l'avez maintenant. Pourquoi je fais ça? Donc c'est quelque part vouloir transmettre des outils, accompagner mes clients pour que eux aient un peu l'état d'esprit ou du moins tous les outils pour se donner les chances de. S'ils y vont, ils font du haut niveau, ils font carrière, eh ben canon, j'ai contribué à un strict minimum. Moi, ça me va très très bien. Et si ils n'y sont pas arrivés, et ben au moins ils pourront se dire qu'ils ont tout tenté. Et ça, pour moi, c'est le plus important, chose que je n'avais pas faite. Donc, je dis pas que j'aurais pu faire du haut niveau, j'en ai aucune idée, mais je me suis pas donné les moyens de faire. Et peut-être qu'à l'époque, si j'avais rencontré un préparateur mental ou du moins travaillé avec un préparateur mental, ça m'aurait peut-être ouvert plus de portes ou du moins j'aurais peut-être tenté, tout simplement. Donc c'est un peu ça mon objectif, c'est de transmettre des outils pour que mes clients, mes sportifs, les sportifs se donnent les moyens, tout simplement. Dans ma présentation, vous avez entendu la différence, enfin je parle de préparation mentale et de coaching mental. Pourquoi? Parce qu'il y a deux différences. Je vais vous prendre pour vous expliquer vraiment, je vais vous donner la métaphore ou la comparaison avec un plombier. Vous avez une fuite chez vous, vous appelez deux plombiers. Un plombier avec la casquette de préparateur mental ou de préparateur plombier si on préfère, et l'autre avec la casquette de coach mental, donc de coach plombier si vous voulez. Le préparateur mental, il arrive, il ouvre sa boîte à outils, il vous montre tous ses outils, un par un, et il dit bah tiens, ça sert à ça, ça c'est ci, etc. etc. Et en fait, il vous forme à l'utilisation des outils. Et à la fin de la formation ou du moins de la transmission, être sûr que vous arrivez à les utiliser, vous dites voilà, vous avez la fuite, vous connaissez les outils, maintenant comment est-ce que vous voulez réparer la fuite? Il y a une transmission pour mettre en autonomie. Ça, c'est le préparateur mental. Le coach mental, c'est un peu différent. C'est presque cliché, mais le plombier qui vient avec les mains dans les poches, sans outils, sans boîte à outils, qu'importe. Et la fuite, il n'en a rien à cirer. Lui, il regarde plutôt le client en disant « Ok, super, vous avez une fuite, bon, c'est ballot. Mais vous, cher client, quels outils vous avez chez vous?
quels outils vous avez en vous, c'est-à-dire en termes de compétences intellectuelles ou créativité, qu'importe comment on peut l'appeler. Comment est-ce que vous, chers clients, vous souhaitez réparer la fuite? Et en fait, ils vont chercher au fond d'eux-mêmes et trouver des solutions. Donc le côté préparateur mental, c'est court terme, on donne des outils pour pouvoir les utiliser rapidement. Et le côté coach mental, c'est un peu plus sur le moyen long terme, d'accord? Parce que les outils, on ne va pas tout de suite les trouver, il va falloir qu'on travaille un peu. Donc, pour résumer, le préparateur mental, c'est quelqu'un qui va transmettre des outils pour le très court terme, à savoir technique de respiration, gestion du stress, etc., etc. Et le coach mental, c'est un peu plus du développement personnel pour mettre en autonomie plus à 100%, je dirais. Donc ça met un peu plus de temps, mais je trouve que les deux sont canons. Parce que une des caractéristiques d'un préparateur mental ou un coach mental, à mon sens, c'est vraiment mettre le client en autonomie. Voilà. Donc pour moi, ce sont deux approches différentes. Alors, vous allez voir à travers ces podcasts, je vais vous donner mon avis. Okay, il vaut ce qu'il vaut. Cet avis s'est construit depuis que je m'intéresse au sport, mais surtout à la préparation mentale. Donc c'est mon avis et uniquement le mien. Je ne sais pas si d'autres le partagent, je pense qu'un peu, mais pas forcément tous, au contraire. Vous allez voir, si vous tapez préparateur mental, vous allez en trouver des dizaines, des centaines, voire même peut-être des milliers. C'est cool parce qu'on n'est pas tous compatibles avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de sportifs avec qui je ne pourrais pas travailler et inversement parce qu'on n'est pas câblé pareil. Et surtout, c'est un métier d'accompagnement, un peu comme un thérapeute, un psy. Et si ça ne matche pas, on appelle ça l'alliance, mais ça on parlera un tout petit peu après, s'il n'y a pas cette alliance, et ben en fait on ne peut pas avancer. Okay, donc ma personnalité fait que je vais pouvoir travailler avec certains clients et d'autres pas du tout. Voilà, donc ça, pour moi, ça pose pas de problème, et heureusement, parce que je n'ai pas envie de travailler avec tout le monde. Enfin, je sais que moi, ma personnalité ne fonctionnera pas avec tout le monde, et inversement. Et donc, c'est tout à fait normal. Pour enchaîner aussi un peu sur le côté préparation mentale, et vous parler un tout petit peu de sophrologie et autres, je vais vous donner 4 citations de 4 personnes différentes qui, à mon sens, résument bien ce qu'est la préparation mentale. C'est des approches un peu différentes parce que ce ne sont pas forcément des préparateurs mentaux. Excusez-moi du français, je ne suis pas forcément bon, donc il va y avoir des fautes, et encore, vous avez de la chance, c'est à l'oral, donc il n'y aura pas toutes les fautes d'orthographe et de grammaire que je fais d'habitude. C'est pour ça que je fais le podcast d'ailleurs. Donc la première citation, c'est Jean Fournier, c'est le président de la Société française de psychologie du sport, qui dit « Optimiser les performances tout en préservant l'équilibre et l'épanouissement du sportif ». Donc pour lui, la préparation mentale, c'est d'optimiser les performances tout en préservant l'équilibre et l'épanouissement du sportif. Pourquoi je vous marque celle-ci, enfin je vous la donne, c'est que je trouve qu'il y a donc l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment au sens large, c'est pro-perso, c'est un équilibre aussi entre l'entraînement, enfin il y a un équilibre en général, et l'épanouissement du sportif. Un sportif, c'est un être humain, on ne va pas l'oublier, un être humain qui a besoin de prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Vous, en fonction de l'âge que vous avez, ce que vous faites dans la vie, si vous êtes étudiant, s'il y a une matière que vous n'aimez pas, ça va être difficile de l'apprendre. Si vous faites un métier qui ne vous plaît pas, ça va être difficile de vous lever le matin et d'y aller, d'être efficace et forcément de prendre du plaisir. Un sport, c'est pareil. Il y a des personnes, démarrer par exemple la course à pied, c'est compliqué. Démarrer du sport en général, c'est hyper compliqué, parce qu'ils prennent zéro plaisir. Donc ils y vont une fois, 2 fois, mais c'est une torture. Donc ils ne vont pas continuer. Et là, c'est la même chose. Quand un sportif ne prend pas de plaisir, il ne fera pas de haut niveau. C'est impossible. À un moment donné, le cerveau va lâcher, va dire on arrête. C'est ce qu'on appelle quelque part... Bon, c'est des cas un peu extrêmes, mais dans le monde de l'entreprise, on appelle ça le burn-out, la dépression. Et voilà, il n'y a pas que ça. Mais s'il n'y a pas cette notion de plaisir, ça ne marchera pas. La deuxième citation, c'est d'Alfonso Caicedo, c'est le fondateur de la sophrologie, donc celui qui a créé la sophrologie, qui dit
que la sophrologie, c'est toute action dirigée, toute action positive dirigée vers notre corps ou vers notre mental a une répercussion positive sur notre être tout entier. Toute action positive dirigée vers notre corps ou vers notre mental a une répercussion positive sur notre être tout entier. La façon dont moi je l'interprète, c'est mon interprétation à moi, c'est qu'il faut à la fois être à l'écoute de son corps pour savoir ce dont il a besoin physiquement. Et donc pour un sportif, ça va de la nutrition, ça va de la récupération, du sommeil, de l'étirement, ça va aussi de la charge d'entraînement, et ça on verra dans un autre podcast sur la connaissance de soi. Si on ne connaît pas son corps en tant que sportif, il ne peut pas aller. Il ne faut surtout pas oublier, et ça, et certains sportifs des fois ont du mal, et certains de mes clients ont du mal là-dessus, c'est que le corps est l'outil de travail des sportifs. Et des fois, et même régulièrement, ils n'y prennent pas forcément soin. Surtout quand on est jeune, jusqu'à 18 ans, un peu 18-19 ans, on est un peu invincible, entre guillemets. Il est rare, c'est très peu courant de se blesser musculairement, avoir un claquage et autres. S'il y a des blessures, c'est plutôt des torsions ou des fractures, etc. Mais avant, ça va parce qu'on est Superman, on est des super-héros et on est invincible. Mais arrivé à un certain âge, le corps, il n'en peut plus. Il ne peut plus de toute cette intensité. Et donc, si on ne prend pas soin de notre corps, le corps va casser. Quand on est en entreprise, étudiant ou autre, vous avez votre ordinateur il casse, il craque, c'est pas grave. On va soit au service informatique, soit à la Fnac, soit Darty, soit Amazon, on en commande un autre et en une semaine, tout est bon. Alors que le corps, s'il craque, il pète, c'est pendant une semaine qu'on va pouvoir recourir. Et en fait, certains sportifs ont du mal à comprendre ça, que le corps, c'est leur outil de travail et il faut qu'ils en prennent soin. C'est ce qui va les faire avancer. Et le côté mental aussi, si on n'arrive pas à prendre du plaisir, à comprendre pourquoi on fait on a cette charge d'entraînement ou tous ces sacrifices, c'est pas bon. Le mental, c'est aussi la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on verra un peu plus tard dans un autre podcast, mais c'est un peu tout ça. Bon, c'est pas forcément peu, pour certains ça fonctionne, c'est un peu la méthode Coué, se regarder dans un miroir et de se dire tu es quelqu'un de bien, ça va fonctionner, etc. Pour certaines personnes ça marche, pas de souci, d'autres pas du tout. Mais c'est ça, c'est toute action positive dirigée vers notre corps, vers notre mental, aura des répercussions positives sur notre être tout entier. C'est-à-dire que si on met le corps et le mental ensemble, c'est tout l'ensemble de notre être, on va dire, de qui nous sommes en tant qu'être humain, où ça va avancer. Une autre citation, la troisième, c'est Carl Rogers, c'est un peu le fondateur du coaching, qui dit « Les seules connaissances qui puissent influencer le comportement d'un individu sont celles qu'il découvre par lui-même et qu'il s'approprie. » Les seules connaissances qui puissent influencer le comportement d'un individu sont celles qu'il découvre par lui-même et qu'il s'approprie. Pour la comprendre, c'est comme ça que je la traduirais avec mes mots à moi. Quand vous êtes ado, quand vos parents vous disent ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Pourquoi ? Parce qu'on c'est un peu la crise d'ado et on est en train de défier l'autorité. Papa, maman, j'ai pas envie de faire ce que vous faites, je vais faire le contraire. Pourtant, eux ont raison. Et vous allez faire votre propre expérience et vous dire si ça fonctionne ou pas. Et en général, ça fonctionne, enfin en général pas tout le temps, mais ça fonctionne pas tout le temps. Et donc vous dites tiens, en fait j'aurais peut-être dû faire différemment. Et en fait c'est ça qu'il dit, c'est à travers l'expérience. Si vous n'expérimentez pas, vous ne trouverez pas de solution. C'est-à-dire que prendre uniquement la théorie, c'est pas possible. C'est une théorie générale. Et après, il faut prendre cette théorie et pouvoir l'adapter à qui nous sommes, à notre personnalité, à la situation, au sport, etc. C'est pour ça que quand les clients viennent me voir, et ça, je pense que c'est une bonne capacité que j'ai su développer, c'est la capacité d'adaptation. Quand vous avez quelqu'un qui fait de l'équitation, de l'escrime, du basket ou un chef cuisinier, c'est pas du tout le même environnement. Donc comment est-ce qu'on adapte une technique à travers ces 4, 5, 6 différents sports ? C'est ça qu'il veut dire. Il faut l'adapter à la situation, au métier, au sport, mais surtout à qui nous sommes. Okay ? Donc il faut laisser les gens expérimenter. Et c'est pour ça qu'à l'entraînement, on vous donne le côté théorique et après on vous
On vous dit, allez, on y va sur le court, le terrain, qu'importe le parquet, qu'importe le sport, et on applique, et on applique. Et il faut que ça rentre, c'est mécanique. Le corps va devoir apprendre, se mémorer tout ce que vous faites physiquement grâce au corps. Ok ? Ça, c'est Carl Rogers. Et la toute dernière, c'est Thomas Samu. Thomas Samu, pas que, mais qui est vraiment reconnu pour être le préparateur mental de tous les nageurs français. Donc qui est assez bon, qui est même plus que reconnu, et qui est très très bon, quelqu'un que je regardais, pas je m'inspirais, mais que je regardais son site, sa façon d'être, et justement je suis tombé sur cette citation qui me parle énormément et avec lequel je suis à 300% d'adéquation. Et Thomas Samu dit « Ce que j'entends par harmonie intérieure, c'est être en phase avec sa personnalité, ses valeurs et sa propre perception de soi. Accéder à cette harmonie offre une grande maîtrise de soi et de son environnement. Cela décuple sa force intérieure et rend plus performant. » Je la répète. Ce que j'entends par harmonie intérieure, c'est être en phase avec sa personnalité, ses valeurs et sa propre perception de soi. Accéder à cette harmonie offre une plus grande maîtrise de soi et de son environnement. Cela décuple sa force intérieure et donc rend plus performant. Pourquoi je la trouve canon, c'est que en fait, je suis hyper d'accord avec lui. C'est ce que je travaille, c'est ce que je prône aussi, c'est être en phase avec sa personnalité, ses valeurs et sa propre perception de soi. C'est se connaître soi-même, c'est de savoir qui on est, s'accepter ensuite, je suis de telle manière, accepter sa personnalité. Je donne un exemple concret, dans ce podcast, il y aura beaucoup de moi-je, parce que c'est comme ça que je l'applique. Je m'applique des outils, des concepts et autres, et ensuite j'essaie de les appliquer à mes clients pour être sûr que moi j'arrive à les comprendre, etc. Et il y en a un qui m'a énormément aidé, c'est un test de personnalité. Donc j'ouvre une petite parenthèse et je vous explique. Dans dans la formation de coaching que j'ai faite à HEC, donc qui a duré 1 an. Pendant cette formation de coaching, on nous a obligés de faire suivre une thérapie toutes les semaines. On devait voir un psy pendant minimum 1 an, toutes les semaines. Au final, j'en ai fait pendant 5 ans. C'était le plus beau cadeau que je me suis offert, donné, octroyé, comme vous voulez, ce que je vous conseille absolument de faire. Donc la thérapie, mais aussi on a fait un test de personnalité, et le test de personnalité m'a donné une certaine personnalité, et que j'étais... En fait, quand j'ai eu le résultat, je me dis « Waouh, c'est génial ! Je sais qui je suis. » Alors c'est pas qui je suis, mais je m'accepte. Le test de personnalité a dit ça, la thérapie me permettait de voir ça, et je me suis accepté. Et le fait de s'accepter, c'est ça, c'est être en phase avec sa personnalité, ses valeurs, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous fait vivre, et sa propre perception de soi, c'est comment on se voit. Donc ça va être l'estime. Et je trouve que c'est ça, une fois qu'on a accepté qui on est, le reste, on s'en fout en fait. Et on avance d'une façon assez incroyable. Et ça, je trouve ça canon. Et ça offre une plus grande maîtrise de soi et de son environnement, et ça décuple sa force intérieure et donc rend plus performant. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc c'est canon. Moi, je trouve ça génial parce que je suis vraiment en adéquation avec ce qu'il dit. Donc canon. Je vous laisserai méditer là-dessus à tête reposée. Donc voilà un peu plus large, un peu plus en détail, la préparation mentale. Après, qui peut l'exercer ? Il y a plusieurs principes. Il y a certains clubs, certains sports qui disent qu'il faut une personne à côté, donc soit un préparateur mental. À l'INSEP, ce sont des psychologues. Il peut y avoir des psychiatres, pas psychiatres, mais psychologues, psychothérapeutes, préparateurs mentaux, etc., etc. Donc c'est soit une personne tierce, soit il y a certains clubs qui disent on va former les entraîneurs pour qu'ils soient à même de pouvoir accompagner quelque part ou aider les athlètes. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. À vous de voir ce que vous préférez faire, il n'y a pas de meilleure manière de faire, c'est juste voir ce qui est le plus efficace et le plus efficace pour les sportifs. Ensuite, il se peut, et ça arrive, que des sportifs dans leur club ont un prépa mental, mais préfèrent aller voir un autre. C'est comme un préparateur physique. On a celui du club, très bien, mais on aime bien voir son propre préparateur physique de l'autre côté pour soit comparer les points de vue, soit avoir une complémentarité.
C'est pas mal, c'est génial. Ça prouve que la personne en face, bah, cette ouverture d'esprit et veut travailler et se dit, bah tiens, là, ce qu'on me dit, ça me convient pas. La manière de travailler, et ça revient un peu à ce que je dis au fait qu'il y ait un préparateur mental dans le club, c'est que j'ai eu un sportif un jour qui m'a demandé, quand je travaillais à Massy, il y a un joueur qui me demandait quelle est ta relation avec mes entraîneurs et la direction du club. En fait, pour traduire, ce qu'il avait peur, c'est que tout ce qu'il allait me dire, bah, que je le répercute, enfin que je le transmette, je le transcris à son entraîneur. Donc ça, c'est autre chose qui est très très important, c'est le cadre dans lequel on va pouvoir travailler, c'est qu'il y a un certain cadre à respecter, à savoir bah, tout ce qui est confidentialité, déontologie, etc., etc., l'éthique, etc. Donc ça, il a fallu que je le rassure. Et une fois que ça s'est rassuré, ben on a pu travailler. On travaille toujours ensemble, ça fait ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Mais c'est des petits détails qu'il faut que où le sportif doit avoir l'information pour décider. D'accord, ça c'est hyper hyper important. Ensuite, après la manière dont vous allez travailler, bah, c'est très très propre à chacun, en cabinet, en visio, en club, à l'extérieur, qu'importe. Ensuite, on me pose toujours la question, quels sont les meilleurs outils? Il n'y a pas de meilleurs outils. J'utilise la sophrologie, donc la sophrologie c'est quoi? C'est allier trois choses, je le simplifie, hein. C'est la respiration, reprendre une respiration ou du moins arriver à respirer de façon naturelle parce que ça arrive à déstresser et à gérer son stress, son anxiété et à se poser. Ensuite, être à l'écoute de son corps pour être dans le présent, ici et maintenant. Okay, on n'est plus dans le futur ou dans le passé. Le passé, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, j'ai des regrets. Ou le futur, j'aurais dû faire ci, le futur, pardon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, sinon ça va mal se passer. Donc c'est très angoissant. Le corps va permettre d'être dans le ici et maintenant, dans le présent. Donc ça, c'est canon. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, respiration, corps, on peut faire tout ce qui est imagerie mentale et visualisation. Donc là, et de se voir réussir, et alors là, c'est canon, surtout qu'il y aura les sensations physiques. Ça, on en parlera un peu plus en détail. De toute façon, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou du moins de les aborder après dans les différents podcasts. Donc en fait, il n'y a pas de manière... il n'y a pas d'outil parfait. Il y en a qui vont faire de l'hypnose. Je sais qu'au judo, il y a beaucoup d'hypnose. Thomas Samu utilise la PNL et la cohérence cardiaque. Qu'importe ce que vous utilisez, tant que vous vous adaptez à votre client et que c'est efficace. Le reste, on s'en fout. Et c'est ça aussi qui va faire la différence entre un préparateur mental et un autre, c'est son approche et ses outils. Et c'est ça aussi qui va permettre à des clients de se dire, bah tiens, moi l'hypnose, j'aime pas du tout, ou d'autres, moi je trouve ça canon. Très bien, moi je fais pas d'hypnose. Certains vont dire, bah tiens, c'est dommage, j'aurais voulu faire de l'hypnose, et ben ils vont voir quelqu'un d'autre, et d'autres vont se dire, en fait, je veux pas d'hypnose, donc ils vont venir me voir, par exemple. Donc il n'y a pas un outil parfait pour le faire. C'est vraiment des outils qui vous paraissent intéressants à utiliser. Et ensuite, la préparation mentale, et on terminera là-dessus pour ce premier podcast, c'est que la préparation mentale s'utilise avec un athlète à tout moment. C'est avant la compétition, la préparation, pendant, pour ajuster, et surtout après. Avant la préparation, c'est préparer à l'événement. Tiens, j'ai des doutes sur telle ou telle chose. Ça va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion du stress, comment est-ce qu'on peut reprendre après une blessure, etc. Ou voir comment est-ce qu'on peut travailler avec un athlète ou une équipe sur l'arrivée d'un nouveau staff. Ça arrive régulièrement. Ou un athlète qui va changer de club, etc., etc. Comment fixer ses objectifs. Donc en fait, là, on est dans une période, voire même... à la rentrée, c'est un peu trop tard, mais la période des grandes vacances, bah ça, c'est canon pour arriver à fixer ses objectifs, établir les motivations, etc., etc. Donc ça, on fait avant la saison ou avant la compétition. Et pendant la compétition, et ben là, on ajuste. Comment s'est passé la compète ou le match au niveau du stress, des imprévus, des émotions, etc. Et on ajuste au fur et à mesure. Et ensuite, après la compétition, un match ou même après une saison, on fait des bilans, on analyse les résultats, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, comment on peut ajuster, etc., etc.
Ça peut être aussi les blessures, comment est-ce qu'on vit la blessure, une blessure qui dure 1 ou 2 semaines, bon, ça va, mais une qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment est-ce qu'on arrive à garder son niveau de motivation, ses objectifs avec les échéances, etc., etc. Donc en fait, la préparation mentale, pour moi, se fait à ce qu'on peut dire 360, c'est avant, pendant et après. Ensuite, l'autre question qui peut se poser, c'est combien de temps dure un accompagnement? Et ben en fait, là aussi, ça dépend des personnes. Des personnes ont besoin d'un outil à court terme pour gérer le stress. Et ben en 2-3 séances, c'est fini. D'autres se disent, et ben en fait, j'ai besoin de ça tout au long d'une carrière. Et ben on fait ça. Ok. Certains sportifs, notamment individuels, le tennis, le golf, et ben ils ont des prépas comme un coach, comme un kiné, comme un nutritionniste, comme un ostéo, qu'importe. Ils ont un prépa mental avec eux à tout moment. Ils savent qu'ils ont cette bouée de secours et qui va les accompagner tout au long d'une saison ou d'une carrière. Très bien. Il faut pas hésiter. C'est vraiment comme chacun le perçoit et le perçoit et ses besoins. Ok. Donc 2 choses pour résumer ce qu'est la préparation mentale. J'espère, il y a tellement de choses à dire que j'espère avoir fait le tour et été le plus clair possible pour vous. Donc les 2 choses, c'est avec une autre métaphore, c'est la métaphore du jardinier. C'est-à-dire que le jardinier ou l'agriculteur, ce qu'il maîtrise, il va maîtriser le champ qu'il laboure, ce qu'il va semer, s'il met de l'engrais ou pas, etc. Et ça, il va le maîtriser. Par contre, ce qu'il ne va pas maîtriser, c'est la météo, s'il pleut trop, s'il pleut pas assez, si il gèle, etc. Par exemple, les oiseaux qui vont picorer les graines, etc. C'est des choses qu'il ne maîtrise pas. Et ben en fait, le préparateur mental, c'est ça. C'est la même chose. Il y a des choses qu'il maîtrise. Ce qu'il va maîtriser, c'est ses outils, sa posture, sa manière d'accompagner, ce qu'il va transmettre à ses clients. Par contre, en dehors des séances et en dehors des conversations qu'il va avoir avec l'athlète, ben ça, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas comment l'athlète va utiliser tel ou tel outil. Ça, il ne maîtrise pas. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment hyper important pour que le prépa mental le comprenne, parce que sinon, ça va être impossible pour lui à gérer. Et donc, je terminerai là-dessus. Les 3 choses sur lesquelles je travaille, et à mon sens, il est hyper important de travailler avec ses clients, c'est 3 axes. C'est la première chose, c'est la connaissance de soi, savoir qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites, etc. Ce qu'on va voir dans un autre podcast. Ensuite, l'acceptation de soi. Okay. Et troisièmement, le développement de soi. Une fois qu'on se connaît sur le bout des doigts, qu'on s'est accepté, parce qu'on n'est pas tous parfaits, et ça c'est la problématique d'un sportif, on a envie de tout maîtriser et que tout soit parfait, c'est l'acceptation de soi, d'accepter qui on est. On est comme ça, on n'est pas autrement, et c'est très bien. Ensuite, on va pouvoir travailler. Donc voilà pour le premier podcast sur la préparation mentale. Un grand merci de votre écoute, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas. Vous me les envoyez. Je suis sur Insta. Vous m'envoyez en message, vidéo, qu'importe, audio, ce que vous voulez. Vous mettez des commentaires. Moi, je trouve ça canon. Ça me permettra de savoir où est-ce que j'en suis. Est-ce que ça vous parle? Et encore une fois, mon objectif à moi, c'est de vous partager ce métier qui est quelque part une passion pour moi. J'essaye d'en vivre le mieux possible, mais voilà. Donc si vous avez des questions sur un thème, un sujet, même qui peut être traité en 5-10 minutes, je fais un podcast en 5-10 minutes sans problème. Là, on est à un peu plus d'une demi-heure. C'est très très bien. À vous de me dire ce dont vous voulez. J'ai des idées, je vais suivre certains thèmes, je vais y aller, blablabla. Et puis, et au fur et à mesure, on ajuste. Et en fait, ça va être comme ça. Comme toute formation que je fais et tout accompagnement, il n'y a pas que moi qui vais travailler quelque part. On co-écrit ce podcast ensemble. Vous me dites ce que vous voulez. Et je vous partagerai aussi avec le quotidien parce que ce qui va être cool, c'est qu'à la rentrée, il y a la Coupe du Monde de rugby et donc on va pouvoir en parler. Je suis un fou de rugby, je suis un fou des All Blacks et bien entendu l'équipe de France et l'équipe d'Irlande. Donc je pense que pour cette Coupe du Monde, ça va être compliqué pour moi. Voilà, et malheureusement, je le dis malheureusement, je suis un supporter du Paris Saint-Germain et vous allez voir que tout ce qui peut se passer, je suis aux antipodes de ça, c'est-à-dire que j'ai un œil très
critique surtout, mais vous allez voir, on va pouvoir échanger là-dessus. C'est cool. Si vous avez des thèmes, encore une fois, vous me les partagez, des remarques, vous me les partagez, des questions, vous me les partagez. C'est génial. Et si vous pouvez partager avec vos amis, etc., c'est canon. Je vous remercie infiniment. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci, ciao.